Commence l'entrevue. Alors, aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir une entrevue très personnelle et très particulière parce que, contrairement à notre programmation d'habitude, cette semaine, j'ai voulu inviter ma mère et vous la présenter. Alors, Julie Stanton, Oui, euh, salut Marie-Chouette. allô, maman, merci d'être venue à cette entrevue. C'est la première qu'on fait ensemble. Oui, Je t'ai jamais interviewée. Et notamment, l'entrevue, pourquoi on fait l'entrevue aujourd'hui, c'est que je trouve ton texte plutôt auspicieux et tellement à propos en ce moment. C'est le dernier livre que tu as écrit, Nos lendemains de feu, aux éditions des Forges. Alors, si tu me permets, si c'est correct pour toi, j'aimerais dire ta biographie pour te présenter en bonne et due forme. Voulais-tu ajouter quelque chose avant que j'informe les gens qui ne te connaissent pas ici? non, vas-y, c'est beau. Alors, Julie Stanton est journaliste indépendante pendant 45 ans pour gagner sa vie, poète pour ne pas la perdre. Julie Stanton est née à Québec en 1938 où elle habite toujours. Empreinte d'indignation mais nourrie d'espérance profonde mais limpide, sa poésie s'arrime autour de la révolte, le questionnement de l'amour, le passage du temps et la mort. Ses livres lui ont valu plusieurs honneurs, dont celui d'être lauréate en 2019 du prix littéraire des écrivains francophones d'Amérique avec l'ultime lettre d'amour. Elle a également été finaliste en 2014 au prix du gouverneur général du Canada avec Mémorial pour Geneviève et autres tombeaux et au prix de poésie Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec en 2004 avec Requiem pour rêve assassiné, hommage à Pablo Neruda. Publié en 2021 au lendemain de feu, clame son amour pour la terre et donne la parole aux jeunes mobilisés pour la pérennité de notre planète. Et si je me trompe pas, il y a un autre livre qui va paraître en 2024, c'est bien ça? Oui, dans le blanc des âges. Et je pense que c'est un essai lumineux sur la vieillesse. D'accord, oui. Donc, maman, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais dire avant que je te demande mes questions? Non, mais je suis très contente de participer de répondre aux questions de Marie-Hélène, même si on ne se voit pas souvent depuis la pandémie, même si on a des options ou des points de vue différents sur beaucoup de choses. Ça demeure ma chouchouchouette. Puis, c'est ça, je suis son parcours et puis voilà, ça me fait plaisir de. Quand elle m'a demandé, j'hésitais, j'aime pas tellement les caméras, j'aime pas tellement les appareils photo. Oui, t'es une coquette, t'es une coquette. On dira pas ton âge, mais t'es une coquette. Euh, J'aime mieux la radio. Enfin, ben voilà, je suis là, puis ça me fait plaisir. C'est merveilleux. On est très content de t'avoir. C'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur parce que, puis je l'ai mentionné en parlant de l'entrevue à venir, mais pour moi, tu représentes une mère courage. Donc, peut-être qu'on pourra revenir éventuellement sur le chemin de ta vie, mais définitivement une mère courage. Donc, la première question que j'avais pour toi, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous partager comment la poésie puis l'écriture sont entrées dans ta vie? Parce que tu as eu 4 enfants et puis tu étais pendant un certain temps une mère à la maison et tout. Donc, comment c'est arrivé l'écriture et la poésie qui est encore plus particulier, je dirais. Oui, en fait, j'ai écrit 2 romans, un récit, 2 romans, puis une douzaine de livres de poésie. En fait, quand j'étais jeune, j'étais assez boulotte et puis j'aimais pas aller dehors, j'aimais pas le sport, j'aimais pas rien. Et je m'enfermais dans la lingerie de ma grand-mère qui avait toutes les malles de voyage, des enfants, des couvertures, toute la linge de maison avec un grand puits de lumière. Et puis, je lisais beaucoup, j'aimais ça beaucoup. Et c'est là que j'ai vraiment développé le goût de la lecture, beaucoup, beaucoup.
Et puis après, bien, j'ai commencé par écrire mon premier papier qui a été publié, c'était dans Le Soleil, ça fait un bail, et c'était l'histoire d'une petite souris qui sortait de la maison, qui s'enfuyait de la maison. C'était ma première histoire qui a été publiée dans Le Soleil. Puis j'ai commencé à écrire comme ça. Mais le T'avais vrai, quel âge? T'avais quel âge lors de ta première histoire? ma première histoire, j'étais peut-être dans la vingtaine ou quelque chose comme ça, là. C'est jeune quand même, hein, Et c'est puis jeune. après, quand je me suis mariée, bien, j'ai collaboré au journal de la paroisse et tout et tout. Et puis, le premier livre de poésie qui s'appelle Je n'ai plus de cendre dans la bouche, justement, est né de ma révolte après un divorce. T'en sais quelque chose, Marie-Hélène? Euh, Absolument. Très, très injuste, très, dans les années 70 où il y avait deux poids, deux mesures en cours pour les femmes et les hommes. Alors, face à ma révolte, face à ça, j'ai écrit Je n'ai plus de cendre dans la bouche, dans lequel il y a des lettres une lettre pour chacun de mes enfants, puis une réflexion sur la société et tout. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre de poésie. Après, il y a eu La Nomade, qui était aussi un livre de révolte. C'est un livre très engagé contre le patriarcat. Et puis, comme ça, ainsi de suite, là, comment les livres arrivaient à moi, soit par un mot, soit par une image, soit par une émotion. Et puis, ça s'enchaînait comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé dans la poésie. Il y a eu le divorce, puis après le divorce, bien, moi, j'avais un bac avec des philo et tout. J'avais 35 ans. Je me suis garochée à l'université à 35 ans. Ouais. J'ai décidé d'aller en journaliste. Et là, j'ai commencé à écrire à la pige pour différentes revues. Et je suis devenue correspondante pour Le Devoir, pour Québec, Culture et Société. J'ai écrit dans une vingtaine. J'ai gagné ma vie avec les mots. Ouais, Et, absolument. je suis devenue journaliste à la pige. Et puis, entremêlant ça avec mes parutions, mon écriture créatrice, je dirais, là. Alors, voilà, c'est un peu le parcours. Et pourquoi tu dis, c'est très drôle ton choix de mots, tu dis, je me suis garochée à l'université. Oui, parce que fallait que je gagne ma vie. Ça a été, comme beaucoup de femmes, toute une histoire pour la pension alimentaire et tout. Alors là, il fallait que je gagne mes sous à moi. Je voulais plus avoir ce type de relation avec un ex. Alors, j'ai décidé qu'il fallait que j'ai un métier pour gagner ma vie. Et j'ai décidé de m'en aller en... J'avais commencé par prendre l'histoire. J'ai fait un an en histoire parce que ma sœur Michel est historienne. Puis elle va pouvoir m'aider. Moi, j'avais un bac. Faut dire, on a fait notre cours classique, les filles chez nous. J'avais mes philo 1, philo 2. Et là, j'ai dit, je vais aller en histoire. Mais au bout d'un an, je me suis demandé qu'est-ce que je faisais en histoire. Puis j'ai bifurqué vers les communications et le journalisme. Et d'où Élie, oui, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner ma vie avec ça. Et quand j'ai pris plus tard, je fais un peu du coq à l'âne, j'ai pris ma maîtrise en création. Le professeur nous avait demandé de prendre un texte et le traiter d'une façon comme journaliste, comme un texte de cinéma, en poésie, quatre formes différentes. Puis j'ai commencé un texte pour faire un poème, puis je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde dans ça. J'ai décidé d'en faire un roman. Alors, c'est devenu Le désir fantôme, l'histoire de jumelles amoureuses d'un même homme. Et c'est incroyable comment la création peut arriver par différents chemins, différentes visions, un petit déclenchement de rien, puis l'image arrive. Puis bon, voilà, c'est comme ça. Alors ça, c'est mon parcours. Pendant que tu parles de ça, moi, ça m'a toujours impressionné. Tu sais, oui, il y a une image qui arrive, oui, il y a une idée, oui, il y a quelque chose qui se passe qui déclenche ça, mais un livre, maman, c'est quand même pas rien. Tu sais, c'est pas juste. Quand est-ce que tu sais que c'est juste une idée qui passe puis que ça va faire l'objet de tout un livre? En travaillant, en travaillant les mots. Si on parle du lendemain, nos lendemains de feu, Oui, parce que c'est vraiment le livre qui m'intéresse dans le cadre c'était de à notre l'île aux grues, parce que moi, j'ai toujours loué des petites maisons pour écrire. Des fois un mois, des fois 2 mois. J'ai eu des bourses, j'ai eu des boursettes. J'ai eu des maisons aux îles de la Madeleine, à Lotbinière, à Ah oui, t'as été. Ouais. Saint-Jean-de-Lacolier, Est-ce que une dizaine de places, là.
Juste une parenthèse, tu réussis-tu à sortir le manuscrit dans ce moment-là au complet? Non, non, Ah, non. OK. J'en ai un roman qui s'appelle 1000 jours. Ça m'a pris 2 versions, 7 ans pour l'écrire. J'ai eu 2 bourses. Fait que c'était très long. Fait que je me promenais avec mon manuscrit. Mais dans le temps, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Google, on n'avait pas tout ça. Là. C'était beaucoup, beaucoup de recherches. Et le désir fantôme, lui, pas vrai, le dernier, là, Nos lendemains de Au feu, lendemain de feu. j'étais à l'île aux Grues, où j'avais loué une maison avec mon amoureux. Et on partait dans quelques jours, on quittait l'île et on avait été voir un coucher de soleil. Et face au coucher de soleil, j'ai dit à Régis, oh, as-tu un crayon? Passe-moi un crayon, un papier. Puis il y a une phrase qui est arrivée face au coucher de soleil. Et mon poème est parti de cette phrase-là. Et quand j'écris, c'est le mot qui amène l'image, l'image amène le mot amène l'image, le mot, ça s'enchaîne. Puis je ne sais pas d'avance, j'ai jamais de plan. Je ne sais pas d'avance. C'est un mot qui me propulse en avant, qui amène une image, qui amène une page, l'autre page. Est-ce que ça prend un état particulier? Tu sais, y a-tu des états que tu sais, quand je me mets dans cet état-là, quand je sais que l'écriture me vient plus facilement? Ou Ben, moi, jusqu'à récemment, enfin, j'ai toujours écrit la nuit. C'est ça que j'aimais. Me coucher à 8 heures, me lever à minuit, écrire de minuit à 4 heures du matin, puis de me recoucher de 4 à 9. Ça, j'ai fait ça toute ma vie, jusqu'à dernièrement, là. Tous mes livres, là, dans les maisons de campagne, là, j'avais pas de personne au-dessus de ma tête ou n'importe quoi, là. Alors, je savais que je pouvais gérer mes heures. Alors, même dans le quartier latin où j'ai resté longtemps, là, j'ai pu le faire euh, aussi. J'avais un condo, j'étais donc au-dessus. Donc, écrire la nuit, c'est les meilleures conditions pour moi parce qu'il n'y a rien qui bouge et puis on peut aller en profondeur. J'adore écrire la nuit. et est-ce que tu le faisais même quand tu avais des emplois? Quand j'avais des emplois, bien non, c'était un peu plus difficile. Quand j'avais des emplois, c'était à la fin de semaine. OK. Je faisais ça la fin de semaine ou quand je me réservais Des des jours de congés. congé ou des escapades. Oui. OK. Et donc, dans ta biographie, je recule un peu, mais on va retourner dans nos lendemains de feu dans quelques instants. Dans ta biographie, tu écris que ta poésie s'arrime autour de la révolte. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus de la révolte. Tu sais, de quelle révolte, depuis quand? Et après ça, on va s'en aller vers nos lendemains de feu. Ben, il y avait la révolte, quand je te dis, là, du divorce, là, 2 poids, 2 mesures pour les hommes et les femmes. Ouais. Il y avait aussi la révolte face à l'état du monde, quand j'ai écrit Parfaitement le chaos. Parfaitement le chaos, c'est un livre coup de poing sur l'état du monde, tout ce qui arrive. Et heureusement, c'est suivi dans la deuxième partie plus douce avec Élie Majoie, donc la grand-mère qui se penche sur le berceau du nouveau-né. Et Parfaitement le chaos. Le titre m'est venu de toi parce qu'une fois, on parlait et ça allait pas bien dans ma vie. Je pense que j'avais peut-être un ennui de santé. En tout cas, j'avais toutes sortes de problèmes. Et tu m'avais dit, ben, maman, ta vie, là, c'est parfaitement le chaos. Tu m'avais dit ça, puis j'avais aimé ça. Donc, c'est devenu le titre du livre dans lequel je dénonce l'état du monde, je questionne l'état du monde, je dénonce les potentats, enfin, c'est tout ce qui, Tout ce qui se passe en ce moment qui... ouais, puis qui se passait à ce moment-là, puis qui se passe toujours. Bon, c'est ça, la révolte. C'est, la révolte, c'est un bon moteur pour écrire. Et je pense que c'est le rôle du poète. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, il y a plusieurs années au début, vous écrivez toujours des choses tristes. Je dis, j'écris pas des choses tristes, j'écris des choses graves. Et c'est le rôle de la poète et Ouais. du poète de dénoncer les choses graves dans la vie, ce qui n'empêche pas les moments lumineux, qui n'empêche pas de célébrer la sensualité, l'amour, la chair, des espaces de bonheur. Mais je pense que l'un des rôles premiers du poète, c'est de dénoncer dénoncer l'état du monde, de dénoncer, oui, c'est ça. C'est très intéressant que tu mentionnes ça parce qu'en préparation à notre entrevue, je suis tombée sur une citation, puis c'est plate parce que je n'ai pas noté. Elle était de qui, mais elle était magnifique et ça disait
Ça disait un poème naît toujours de la souffrance et une poésie n'est jamais confortable. Oui, c'est ça, dans un de mes livres. Est-ce que c'est dans celui-là? C'est dans celui-là, je pense que je cite un philosophe qui dit, j'aime beaucoup mettre des citations, et qui dit ici, là, attendez, Ah, voilà. c'est peut-être dans Et, ton livre, mon oui, mal me c'est ça. prépare. Ah, c'est peut-être dans ton livre. C'est un grand poète qui s'appelle Tahar Ben Jelloun, un poète d'origine étrangère. Il dit, la poésie française la plus belle est née de la résistance. La poésie naît avec la révolte, devient elle-même révolte. La vie menacée crée les conditions de la poésie. Il n'y a pas de poésie confortable. C'est Et beau, là, hein? Ça me je l'ai frappe mis en beaucoup. exergue de mon livre parce que moi, je trouve que c'est ça le rôle du poète. Mais comme je dis, ça n'empêche pas de célébrer, d'être au-dessus d'un berceau d'un enfant, de célébrer la vie, de célébrer la tendresse, l'espoir, l'espérance. Il faut aussi s'ancrer dans l'espoir et l'espérance, mon Dieu Seigneur. Si on ne faisait pas ça, ça n'aurait pas de bon sens. Il faut s'ancrer dans l'espoir, l'espérance, avoir, penser que les horizons peuvent s'éclaircir. Alors ça va être ma deuxième partie du livre quand je donne la parole aux jeunes. On s'en vient à ce livre-là. Donc, moi, je trouve que dans mes livres, ben, c'est ça que j'essaie de dire. Et donc, tu sais, dans ta trajectoire d'écrivaine, quand tu nous parles de tes livres, quand tu nous parles de ton chemin, moi, j'ai toujours eu l'impression que Parfaitement chaos, mais dont le lendemain de feu, le recueil que je veux qu'on s'attarde aujourd'hui, c'est comme ce qui était arrivé à l'extérieur de tes écrits. Moi, je l'ai senti comme très différent de tes écrits habituels. Ces deux livres-là, c'était comme un arrêt sur image. C'était comme si tu parlais du monde pour une des premières fois. Euh, Fait que pourquoi ce livre-là sur le sort du monde, puis qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Parce que je me souviens pas, t'avais quel âge, tu sais, à Parfaitement le chaos, mais à nos lendemains de feu, pourquoi un second livre, puis quel a été l'élément déclencheur? Parfaitement le chaos, ça fait, je regarde, j'ai les notes ici, là. Parfaitement le chaos, c'était en, bon, là, on doit dire, je vais avoir 86 ans en janvier. Et C'est sûr qu'à un moment donné, elle va me sortir son âge. ben, on va le savoir, là, c'est ça. Et Parfaitement le chaos a été écrit en 2011. Elle est une grande coquette, comme ta mère. Oui, Ta c'est vrai. mère, Françoise Stanton. Françoise Gamache Stanton. Parfaitement le chaos a été écrit en 2011. Et puis, celui-ci, ben, il est paru en 2000, il vient de paraître, là, il y a 2 ans, Oui, 2021. de feu, ouais. 2021. Et comme je te dis, il est né face à un coucher de soleil. Je lirai tantôt la première page. Il est né là. Mais je ne savais pas que j'écrirais la deuxième partie. Je ne savais pas du tout que je donnerais la parole aux jeunes. C'était vague. Je ne savais pas. Et, euh, et là, je l'ai écrit au-dessus. En poésie, là, la narratrice, c'est la narratrice qui parle. Ça peut être le je. Tu peux t'exprimer avec un je. Tu peux t'exprimer avec un tu aussi. Tu regardes le journal et tu te désoles de voir l'état du monde. C'est toujours la narratrice. Ça peut être le vous, mais c'est la narratrice. Vous regardez le journal et la narratrice, elle peut avoir différents surnoms. Moi, je l'ai mis au tu, mais le tu, c'est moi, c'est Julie Stanton. C'est la poète qui dit, tu regardes le monde et tu te désoles de l'état du monde et tout. Je l'ai mis au tu. Puis c'est intéressant parce que ça peut interpeller le lecteur ou la lectrice aussi. Hein? Toi, Absolument. Marie-Hélène, Sans viser, ouais. le lecteur ou la lectrice peut se sent concerné par le tu aussi. Absolument. Mais le tu, quand le tu de la narratrice, elle s'attribue, elle dit, elle va dire, mettons, euh, je sais pas quoi, elle va, comment je dirais, elle va s'octroyer ou elle va s'attribuer des choses.
tu regardes le monde et tu laisses faire. Elle va s'accuser, mettons. Oui, Mais c'est elle accuse pas le lecteur, la lectrice, c'est elle qu'elle accuse, c'est elle elle prend ça à sa charge, elle dit j'ai des responsabilités, tu as des responsabilités dans dans l'état du monde, donc c'est à elle qu'elle s'adresse. Mais le lecteur ou la lectrice peut aussi assumer le dessus puis prendre sa part. Non. c'est Oui, très, très intéressant. Puis il faut connaître, puis je fais juste une parenthèse, mais je me dis, il faut que je le mentionne parce que c'est remarquable. Maman, moi, j'ai grandi avec une mère qui écrivait. Toute ma jeunesse, j'ai été entourée de mots, entourée de tes écrits, entourée de grands textes, de grands auteurs que tu me lisais, là, toujours. Et, euh, et ce qui a suscité beaucoup mon admiration pour avoir vécu autour de toi et été témoin de ça, c'est ton intransigeance heureuse envers toi pour faire de l'orfèvrerie. Tu sais, c'est vraiment, c'est la recherche du mot juste et on va l'expérimenter pour nous-mêmes tantôt, mais quand tu vas lire des extraits, je suis tellement heureuse parce que les gens vont être capables de voir et de ressentir comment tout passe par le verbe. Tu sais, je veux dire, je t'ai vu, moi, des nuits, là. Tu pouvais être 3 jours à chercher le bon synonyme d'un mot que tu trouvais qui se répétait trop dans un livre. c'est ça. Mais, Ben moi, parenthèse, oui, c'est ça. mais ça t'a amené les mérites que tu as eus, mais tu sais, des fois, ça t'obsédait, là. Les gens n'ont aucune idée. Ils vont le ressentir tantôt dans tes écrits qui sont remarquables, mais, et en même temps, on soupçonne pas ça, tu comprends? J'ai le mot ivresse, mettons, j'aurais pas le mot ivresse 10 fois, là, ou le mot cathédrale, c'est des mots, il y a des mots que j'aime beaucoup, là, le mot cathédrale, mettons. On va le trouver peut-être dans tous mes livres, mais on ne le trouvera pas 2 fois dans le même livre, là. Et quand les gens me disent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je vais dire j'ai cherché un mot. Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai cherché un mot. Et quand je me remets dans le texte, j'ai 10 pages, 12 pages, 15 pages, je relis depuis le début, sans arrêt. Maintenant, avec les outils qu'on a, je peux me faire des PDF, donc ça me fait une lecture en Word, une lecture en PDF, une lecture papier. Ça fait des visions différentes du texte, Alors, je me sers beaucoup de ça pour regarder mon texte sous différents angles. Et puis après, à un moment donné, j'ai une liste de 160 mots ou 52 mots là, que j'ai toutes mis, là, les petits mots, là, car, depuis, jamais, toujours, beaucoup, toute cette liste-là, là, je vais faire une recherche de mots. Combien de fois que j'ai le mot toujours? Je l'ai 20 fois, ben ça va faire. Là. On va le mettre 2 fois peut-être. Là. Alors là, je vais chercher le synonyme à toujours. Puis ça va être continuel, mettons. Je vais taper continuel. Ben oui, mais celui-là, je l'ai 8 fois. Fait que là, je mets un autre mot que j'ai déjà, puis que j'ai déjà, c'est à l'infini, là, jusqu'à temps que je me dise, OK, on va mettre, euh, on va mettre un infinitum. OK, je ne l'ai pas lui. Fait que là, Mais c'est comment? celui-là que je vais choisir. Mais dans cette obsession-là, puis ce désir-là vraiment de qualité, puis de finesse, puis de profondeur dans ton écriture, puis de viser juste, comment tu te dis à un moment donné, OK, le livre est fait. Tu sais, je veux dire, ça fait des livres qui finiront jamais, là. Tu sais, tu dis-tu à un moment donné, est-ce que tu désespères, puis tu te dis, hey, il sera jamais publié. Ah, à un moment donné, je me souviens, c'était-tu Mémorial pour Geneviève, je pense. Et à un moment donné, Régis m'avait dit, non, là, tu finis? J'ai dit, non, il n'est pas fini. Je sais qu'il n'est pas fini. Puis à un moment donné, là, je mets le point final, puis je dis, ce livre est terminé. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'année, c'est là. Après ça, là, c'est sans arrêt jusqu'à temps que je l'envoie. Et là, celui qui va paraître au printemps, il est rendu chez l'éditeur. Et probablement qu'au fait, ils vont m'envoyer les épreuves. Je vais voir si tout est correct pour une dernière lecture. Là. Mais à un moment donné, je dis, ben voilà, ce livre est terminé. Et c'est ça. C'est fascinant de rentrer dans ton univers. Et j'aimerais que tu nous résumes un peu nos lendemains de feu avant de nous parler de ta partie préférée et de nous lire quelques extraits. Donc,
Peux-tu nous résumer un peu le livre? Ben, c'est Au moins les sections, ouais. bon, ben, c'est la narratrice. Euh, En fait, mon livre, il a été publié là, tellement un bon timing là, pour Ça n'a pas parler de bon sens. Et d'ailleurs, toutes les critiques t'en ont parlé. incroyable, incroyable. Là. Il y a eu des recensions. Dès qu'il a paru, là, j'ai eu trois, quatre recensions là, tout de suite. Là. Il a paru avant qu'on parle là, des changements climatiques terribles, là, c'est un an avant. Tu sais, il est arrivé juste un an avant là, les feux de forêt. Ça commençait, là, les feux de forêt, tout ça. Mais juste avant, là, tous les débordements qu'on a connus, Oui, il est paru juste l'année avant où les feux de forêt commençaient, là. Parce que j'en parle un peu des feux où ils ont ramassé tous les petits animaux là, à la pelle et tout ça. J'ai commencé à en parler à ce moment-là. Là. On commençait les gros changements climatiques, les gros désastres. Je suis arrivée en plein dedans, en plein dedans. Et donc, il est né comme ça et évidemment, ben, je suis l'actualité. Bon, moi, j'écoute la télévision. À un moment donné, j'écoute les nouvelles françaises. Puis là, j'aime tellement leur langue. Quand tu parles enfin, sur les nouvelles françaises, à un moment donné, j'arrête tout. Puis je vais noter un mot, je vais noter une expression. Mon amoureux parlait. J'arrête, arrête, arrête. Puis là, je prenais un mot parce qu'il avait dit un mot que j'aimais. Toujours à l'affût du mot. J'ai toujours un papier, un crayon. Toujours, toujours, quand je marche dans le corridor, je fais des 100 pas, toujours un papier, un crayon. Parce que je me souviens une fois, j'étais allée l'eau grue, j'avais trouvé un très beau mot pour Mémorial, pour Geneviève. C'était en marchant près du cimetière. Là, j'en avais pas de papier de crayon, mais je l'ai jamais retrouvé, là, le mot, là. Ça, c'est frustrant, là, ça n'a pas de bon sens. Alors, j'ai toujours, même avant de me coucher, là, j'ai toujours un papier et un crayon, là, au cas qu'il y ait un mot qui surgirait. Mais mais c'est toujours dans ma tête, le livre est toujours dans ma tête et toujours habité. chez toi, sur tes tables, il y a plein de petits papiers. Il y a plein de Ouais, petits papiers prêts à écrire un peu partout. papier pour écrire. Donc, alors, parle-nous de ces livres-là. Tu l'as découpé en différentes parties. J'aimerais ça que tu nous parles un peu des parties, puis que tu nous parles de tes extraits préférés. En fait, c'est la Il y a narratrice. une partie, comme c'est la narratrice, puis à un moment donné, tu bascules au niveau des jeunes, hein? Oui, la première partie, c'est la narratrice. Euh, la narratrice, donc, Nos lendemains de feu. Donc, la première partie, il est intitulé Les paradis perdus. Alors, c'est ça. Elle regarde l'état du monde, les dégâts qui se passent. Elle regarde tout ça. Elle prend conscience, puis elle dénonce. Puis elle s'accuse aussi, là, elle prend le blâme et tout de voir l'état du monde. Parce que moi, quand j'étais jeune, là, c'était beau dans l'univers. On n'avait pas conscience. C'est sûr qu'il y avait les années 40, 45, il y avait les guerres. Il y a toujours eu une guerre quelque part dans le monde. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, moi, à mon époque. Et tout ça, je me souviens, autour de la table, il y a une maison il y avait une maison dans l'armée. Il y avait des guerres, il y avait la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Mais la planète, là, pour nous, là, qui avons grandi, là, mon adolescence, mon enfance, mon adolescence, mes années de jeune mariée, il n'y avait pas de danger. En tout cas, le danger pour la planète n'existait pas comme ça, là, où j'en étais pas consciente. On y portait moins attention. Il n'y avait pas c'était pas braqué sur l'état de la planète autant, autant que c'est tranquillement, là, qui est venu, là, tous les gaz à effet de serre et tout ça. Donc, moi, j'étais insouciante face à ça. Donc, j'ai pris conscience de cette détérioration-là euh, dans les 15 dernières années, peut-être. Puis, c'est au fur et à mesure que tu écoutais des nouvelles que c'est monté cette idée-là de dire, OK, tu sais, je suis surprise, je suis déçue, je suis inquiète, je suis paniquée. Mais ça a commencé avec le coucher de soleil. Quand je vais lire tantôt, là, c'est le coucher de soleil. En écrivant le coucher de soleil, il y a une autre phrase s'est ajoutée, puis une autre, puis là, évidemment, je suivais les nouvelles, je suivais l'actualité, j'ai vu les feux de forêt, j'ai vu euh, les mers qui sont polluées, en fait, tout ce qu'on voit sur la détérioration
Et j'ai fait des recherches aussi, j'ai fait des recherches sur Internet, j'allais voir précisément ce dont je parlais. Mettons que je donne un chiffre, ben, le chiffre précis, c'était quoi? J'ai fait beaucoup de recherches. Je pense que j'ai 7 pages, 7 ou 8 pages à simple interligne de sites que j'ai visités. Quand je parle des jeunes dans la deuxième partie, parce que j'ai décidé de donner la parole aux jeunes générations, mais j'allais voir comment sur beaucoup de sites, comment les jeunes parlent, comment les jeunes s'habillent, comment les jeunes, qu'est-ce qui les trouble, sont encore beaucoup plus anxiogènes maintenant qu'il y a 2 ans, là, quand j'ai, Absolument, quand j'ai commencé mon livre. absolument. Alors, c'est la recherche, c'est être attentive à ce qui se passe, c'est de toujours être en connexion avec ton livre, c'est le lire, le relire, le lire, le relire. Est-ce que des fois, quand tu écris, parce qu'après, je veux que tu me donnes des extraits, mais, tu sais, la question peut paraître particulière, mais tu te fais-tu pleurer toi-même? Tu sais, t'écris tellement de manière poignante par moment, puis ça nous rentre tellement dedans, par la justesse, puis par la profondeur du sujet. Est-ce que ça t'arrive, toi, de d'écrire puis d'être toi-même, là, tu sais, tu pleures pendant que t'écris, ou t'es en colère pendant que t'écris, ou t'es pris par tes propos. Ça t'arrive, ça? Non, mais peut-être un mémorial pour Geneviève, là, c'était assez douloureux, là, en mémoire de ta sœur, là, qui est décédée de la sclérose en plaques, là. Ouais. C'est assez douloureux. Et je l'écoute, si les gens veulent l'écouter sans nécessairement le lire, là, il est sur YouTube, une belle émission radiophonique. Vous cliquez Mémorial pour Geneviève, c'est très beau. Il y a des extraits du livre avec accompagné de la musique. C'est vraiment, vraiment un beau document, là. Et ça, évidemment, ben, ça me chavire le cœur là, quand j'écoutais, mais c'est tellement, euh, c'est tellement enrichissant à écrire. Là, je suis un petit peu dans le vide, là, parce que mon manuscrit est rendu chez l'éditeur. J'ai pas rien de commencé. J'ai pas rien là, qui m'allume. Fait que ça me rend inconfortable, là. Mais Parce souvent, que t'as presque toujours eu un manuscrit en cours. ouais. Mais souvent, je participe souvent, ben, régulièrement au concours de Radio-Canada. Pour le plaisir, il y a 3000 personnes j'ai été finaliste quelques fois. Et je participe pour le récit, puis je participe pour la poésie. Où j'ai souvent aussi été demandée pour envoyer un texte pour un livre avec beaucoup de poètes sur un thème. Il y en a eu sur les réfugiés, il y en a eu sur beaucoup de thèmes sur la paix, des livres où on nous sollicite pour envoyer un texte. Donc ça, des fois, mes livres de poésie sont nés à partir d'un texte que j'avais envoyé à Radio-Canada ou un OK. texte qu'on m'avait commandé. OK, Et je ne c'était juste un premier. Ouais. ouais, c'est ça, j'ai une banque où il y a 5, 6 pages, puis j'y vais avec ça, puis voilà, le livre est parti. Alors peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'attend, puis que ça va être l'autre sur lequel je vais travailler. Mais là, je suis un petit peu dans le vide, là. Je trouve ça difficile. Oui, puis surtout, on est dans les mois qui sont moins agréables aussi, les pires mois de l'année, là. Ben, moi, j'adore le mois de novembre, j'adore les mois gris. J'aime pas le gros soleil, j'aime pas la lumière vive. Donc, j'aime ça quand c'est tamisé à cause de l'intériorité, la lecture, la poésie. J'adore ces mois-là, moi, là. Quand le soleil se couche à 3 heures, ça fait mon affaire, là. Tu sais, j'aime ça. J'aime l'intériorité. Alors, le gros soleil du mois de juillet, là, pour écrire, là, je trouve que ça va. Ah Non. oui, non, c'est sûr que pour écrire, hein, c'est pas tout là. Alors que les peintres, quelqu'un qui est dans les arts visuels, bien sûr, il va aimer la lumière. Et donc, j'aimerais ça, j'adorerais que tu nous lises quelques extraits. Bon, ben voilà, je vais lire un extrait. Puis, tu sais, Alors, maman, si tu peux, dans les extraits, nous faire voyager un peu dans, tu sais, comme un peu tu sais, le cheminement un peu, là, de la narratrice, puis après les jeunes, là. oui, c'est ça. Je regardais, oui, bon. Alors, c'est nos lendemains de feu, voilà. Bon. C'est tellement intéressant, maman, de savoir, de t'entendre, tout comment vient l'écriture. Beaucoup de gens veulent écrire des livres, puis
ils n'ont pas la conception de... Tu sais, des fois, ils se disent, comme moi j'entends souvent ça, puis pendant que tu cherchais ton extrait, je voulais juste te dire ça. Je parle à des gens de mon âge, tu sais, moi j'ai 54 ans pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis les gens vont me dire, tu sais, ah, je vais écrire de 2 à 4, je commence un livre, ou j'écris, puis c'est pas, moi je t'ai jamais vu faire ça de ma vie, c'est très organique, c'est comme l'écriture qui t'appelle. Je me souviens pas que tu aies dit là, faut que j'écrive 4 pages. Tu sais, je t'ai pas vu travailler comme ça. C'était comme l'écriture qui t'appelait, puis des fois, c'était pas là, puis il se passait quelque Des chose. fois, pendant 4 heures, je vais faire, bon, je vais être contente, je vais faire 8 lignes, là, genre, là, tu sais, 8 lignes dans 4 heures, là. Mais j'ai perdu, je voulais dire quelque chose. Non, mais ça, tu me disais ça. Des fois, tu disais, j'ai écrit 3 fois. Et ce que je fais aussi, j'aime beaucoup ça. Avant, j'ai toujours beaucoup de livres autour de moi. Et à un moment donné, je suis en panne. Et là, je suis devant mon texte, puis je suis en panne. Fait que là, j'ouvre un livre. Mettons que le livre de poésie que je lis a 70 pages. Je feuillette les 70 pages, il n'y a rien qui se déclenche. Ou à un moment donné, je feuillette les pages, je vois le mot mauve. Oh, le mot mauve me relance. Là, je pars parce que j'ai accroché ce mot-là, j'aime ça. Et maintenant, ce qui est merveilleux, je le fais avec les PDF. Quand j'aime un livre de poésie, si je vois qu'il y a un livre de poésie d'un auteur que j'aime pareil, s'il est en PDF, je vais commencer par le feuilleter en virtuel chez Renaud Bré, là. Je vais Et regarder si j'aime. Il y en a que j'achète automatiquement. J'ai des poètes que j'achète automatiquement. Mais d'autres, puis je regarde, est-ce que j'aime ce texte-là? Oui. Là, je la jette. Je le mets en PDF, donc je n'ai plus besoin d'avoir des livres papier autour de moi. Fait que je feuillette. Je suis en train d'écrire, ben, je feuillette le livre en PDF de la poète. Puis là, ben, il y a un mot que j'aime, le mot mauve ou le mot horizon ou un mot que j'aime beaucoup. Fait que là, ça va me repartir, ce mot-là. Fait que je travaille beaucoup en me nourrissant. En même temps que j'écris, je me nourris. c'est tellement intéressant. Ça, C'est c'est vraiment intéressant pour Puis, me... puis tu as des pannes d'écriture des fois. Tu sais, comme des fois, tu as des moments où ça a besoin d'une pause ou que tu peux pas te remettre à ton livre parce que la vie de tous les jours. Oui, Tu sais, moi, je l'ai vu, là. Des fois, tu pouvais juste pas écrire. c'est ça. Je ne peux pas écrire ou ça, je ne savais pas comment me raccrocher au texte ou c'est Ouais. ça. Mais à un moment donné, là, j'aime ça. Quand j'arrive à la fin, là, puis je me dis, ben voilà, puis j'ai mis mes chapitres, puis comme celui qui va paraître, là. Celui qui va paraître, là, c'est la narratrice, là, qui parle à sa vieillesse. Alors, elle parle à sa vieillesse, dont j'ai fait un personnage avec un V majuscule. Alors, c'est lumineux, là, j'aime ça. Je trouvais qu'à l'époque, où il y a beaucoup de comment est-ce qu'on appelle ça, là, sur de l'agisme, là. Hein, à 50 ans, 45 ans, t'es vieux maintenant, là, tu sais, là, 50, 60 ans, imagine-toi, 80. Il y a beaucoup, beaucoup d'agistes. Alors, c'est un peu encore la révolte qui m'a, face à cette façon de considérer la vieillesse. Alors qu'il y a des gens de 85 ans, là, pensons à Mme Sullivan, là, dont on entend beaucoup parler actuellement, de 100 ans, elle expose encore Mm. des écrivains qui ont 85, 90 ans, des grands auteurs. Puis là, tu sais, dès que tu as 55 ans, je sais pas quoi, là, 60 ans, tu es une personne âgée, là, je suis vraiment révoltée contre ça. Alors, donc, ça va s'appeler là, dans le blanc des âges. Et puis, ça m'a, ça m'a beaucoup nourri. Et dans la dernière partie, à un moment donné, je pensais que le livre finirait là. Puis à un moment donné, il est arrivé 3, 4 pages en plus. Puis je les ai mis. C'est vraiment des cadeaux, là. C'est vraiment comment ça arrive, là. C'est vraiment, vraiment bien. Mais ça prend beaucoup de persévérance, puis beaucoup comment je dirais, d'acharnement. Beaucoup d'acharnement. Oui. Et l'acharnement, tu le différencies comment par rapport à la persévérance dans le processus de l'écriture? Ben, la persévérance, tu peux continuer, mais tu sais que ça soit pas vraiment à ton goût. L'acharnement,
justement, qu'il n'y a pas le mot qui se répète deux fois, qu'il n'y a pas le mot telle affaire, t'acharner jusqu'à temps. Tu sais, à un moment donné, tu le lis, tu dis, ben non, c'est correct. Cette phrase-là, elle t'énerve. Non, non, c'est correct. Tu la laisses passer une fois, deux fois, 10 fois, jusqu'à temps que tu dis, non, elle t'énerve, là. Faut que tu travailles. À travail, là, ça passe pas, mais tu veux l'escamoter, tu dis non, non, c'est correct comme ça, jusqu'à temps que tu dis non, elle n'est pas correct. Ouais. C'est ça. Fait que je vais commencer, bon, par la Oui, première partie. absolument. On t'écoute. Alors, les paradis perdus, voilà. Alors, ça, c'est vraiment les, peut-être les trois premières lignes, c'est ça qui est né quand j'ai regardé le coucher de soleil à l'île aux grues à côté de Régis. Alors, au crépuscule, la lente dégradation du bleu, à cheval sur l'or et le rose, t'a atteinte de plein fouet. Nuage après nuage, tu as cru à l'impérissable. Le ciel floconneux, ce clair-obscur, les galaxies à la pointe de tes cils, tant de fluidité pour tant de gravité. Le soir s'égrenait en éternité. En manu, dans l'opalescence de la plage, tu cherchais le meilleur angle pour accueillir le vertige. Ailleurs, la houle, ses radeaux d'infortune, ses récifs tombeaux, la frontière, le pain, le miel, Dieu, rien n'a plus de sens. Mais toi, l'œil barbare, tu t'offrais le luxe de la contemplation. Tu prenais les galets pour les trophées, le sable pour le Sahara, les foins de mer pour la chevelure de Bérénice. Immense de ferveur, à deux doigts de la douleur. Délesté de l'aura des années-lumière, tu imaginais ce qui te conduirait aux années charnières. Un signe peut-être surgirait de la symphonie du Nouveau Monde, de la relecture de George Orwell ou de Nostradamus. Ici demain se réduisait au néant. Vois la fonte du Groenland, le Brésil sous la boue, le déchaînement de l'Etna. Tends le cou au-delà de ta béatitude. En Californie, Paradise a cédé à l'enfer. Le Portugal retient son souffle, la Grèce flambe, l'Amazonie se meurt. Jusqu'aux ruines qui s'ajoutent aux ruines. Les petits-enfants, des enfants de tes enfants, que seront-ils de la forêt boréale, naguère opulente, de la taïga du Grand Nord, de ses tapis de bruyère, de son lichen, de ses mousses, à part ton herbier, et les hologrammes des antiques éblouissements sur leur téléphone intelligent, il ne conservera de la nature farouche que des oui-dire, et ce que tu portes en toi, qu'on aura enseveli de minéral, de végétal et d'animal. Je vais lire cette page-là, de la première partie. C'est tellement Voilà. beau, maman, là, c'est tellement beau. Le luxe de la contemplation. 269 000 tonnes de déchets dans les océans, 40 000 oiseaux marins, phoques enrubanés, récifs coralliens prisonniers des filets fantômes. Lesquels de tes pailles ont échoué sur le mur de plastique que tu as érigé froidement dans le brouillard des abysses, au départ resplendissant de couleurs? Sans prétendre à l'héroïsme, plonge dans les tourbillons du péril, ne serait-ce que pour une embellie. Tu vois, elle regarde les désastres et elle dit, t'as ta part là-dedans, t'as ta part. Voilà, ça serait des bouts de la première partie, là. Est-ce que tu as l'extrait pas loin que j'adore dans les. Ben, oh, ça va être dans le côté des jeunes.
Alors, je vais attendre que tu nous lises le côté des jeunes. Bon. Le côté des jeunes, Il y a un c'est... passage là, de la farine et du miel. Les Ah amis oui, et du oui, miel, ouais, c'est ça. tellement beau. Alors, la deuxième partie, ça s'appelle Résistant de l'ombre. Même l'extrait de la deuxième partie qui est au dos du livre, là, c'est tellement beau. Mais je t'écoute. Et je mets une citation de Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors, ça commence comme ça. Quelque part sur Terre, elle dit, je ne veux pas mourir avant d'avoir vécu, tandis qu'ailleurs sur Terre, d'autres voix fusent, envahissant la rue, les trottoirs, les esprits. Nous sommes les résistants sortis de l'ombre. Allons vent debout devant les banques qui spéculent sur la faim, les parlements insensibles, les milliardaires des pesticides, les décideurs cannibales. Nous, les enfants du 21e siècle, nous confronterons la langue du profit à tout prix à celle de nos idéaux. Ce sera la tour de Babel pour le meilleur et pour le pire, mais ce sera go, go, go. Et les jeunes qui parlent. Merci pour ce que vous avez bâti entre courage et mégalomanie, mais non merci pour l'état d'immondice si gigantesque que nous sommes incapables d'atteindre l'interrupteur. Nous refusons à 16 ans d'hériter du fatal boomerang de votre splendide désastre, les deux pieds dans la gueule du cratère. Votre vieux monde, nous vous le laissons. Nous en inventerons un nouveau. Ça devrait changer d'allure, redevenir d'une grande beauté, après que nous aurons semé la pagaille, ici, là, partout, pour donner libre cours à l'espérance orageuse. Le futur aura le cran de notre jeunesse en herbe. Entendez-vous dans vos tours d'ivoire claquer les sabots virtuels de nos chevaux de bataille? On jurait qu'ils sont vrais, tous au galop, tous à la charge. Il est tellement beau cet extrait-là, là. Ah, ici, je l'ai. Le sensationnel, l'angoissant, le génial, la conquête de l'espace, les villes étranglées, des êtres et des bêtes à ne plus savoir comment les nourrir. Pourquoi ne pas avoir trié ce chaos, plutôt qu'enfiler les berceaux? Gardez-nous de la farine et quelques abeilles. C'est tellement beau, là. C'est tellement beau. C'est ça, alors C'est 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 un livre que je recommande à tout le monde de lire, maman. Il se déguste. C'est tellement, tu sais, c'est comme ça, là. C'est juste c'est la, ça. la La, poésie. regarde, tu peux monter la première partie, comment c'est écrit. La première partie est écrite à la Ça, c'est verticale. vraiment comme des petits thèmes. La première partie est écrite à la verticale. Et Oui. puis la deuxième partie est écrite à l'horizontale, mais Oui. sans ponctuation. C'est Et tellement. on peut faire une petite pub, là. On peut avoir tous ces livres-là en les commandant dans le site Nos libraires. Et la majeure partie de mes livres aussi sont en PDF. On peut les avoir en PDF aussi. C'est vraiment un livre là, que je trouve tellement. C'est un beau livre, puis c'est, il est tellement à propos, puis il amène tellement de réflexion, puis c'est presque la méditation, c'est presque tu peux pas le lire et en sortir indemne. C'est impossible. C'est tellement percutant comme lecture. Et je voudrais savoir, euh, en conclusion, y a-t-il encore de l'espoir? Est-ce qu'il y a encore un espoir à y avoir dans le sort du monde puis la suite des choses avec tes yeux d'écrivaine, tes yeux qui en ont tellement vu, puis à l'âge où tu es maintenant? Ben, moi, je pense qu'il faut cultiver l'espoir parce que sinon, qu'est-ce qu'on va faire si on ne cultive pas l'espoir? Moi, je pense que oui, parce que il est arrivé tellement de désastres dans l'humanité, puis ça a toujours rebondi. C'est bien sûr que Berry disait dernièrement qu'on pourrait ne plus exister, la Terre.
Mais croisons-nous les doigts pour que les générations futures, euh, les générations futures, à- comment je dirais, prennent en main le destin des- il peut y avoir toutes sortes de nouvelles choses qui viennent aussi fouetter, fouetter la volonté, les volontés de poursuivre, d'avoir, de pérenner le monde. Il peut y avoir des, 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 des découvertes, on sait Absolument. pas, Des des innovations, absolument. innovations et des prises de conscience tellement grandes que tranquillement, mais ça se tournera pas sur un dessous. Je pense que tout le monde doit mettre l'épaule à la roue, puis tout le monde, et les gens en sont de plus en plus conscients. Les jeunes aussi, là, moi je parle beaucoup dans les jeunes, là, les jeunes, là, je dirais, de 14, 15 ans, tout ça, là, ils croient aussi que les choses sont possibles, là. Mais c'est sûr qu'il y a des grands bouts de découragement, des grands bouts de lassitude, des grands bouts de désespérance. Mais est-ce que le monde n'a pas toujours fonctionné comme ça? Moi, je pense qu'il faut vivre avec l'espérance, sinon, à quoi bon vivre? Puis quand tu vois l'état du monde actuel, la, est-ce qu'il y a une chose en particulier qui vient te chercher davantage? Y a-tu une cause, un aspect de la détérioration de tout ce qui se passe ça c'est difficile. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour toi, qui te dérange beaucoup. Ah, évidemment, ben, c'est les guerres. Et les gens là, quand je regarde la situation en Afrique, là, c'est épouvantable. Les gens qui n'ont pas d'eau, les gens qui ont plus de terre, les gens qui sont des exilés permanents. La situation en Afrique, là, je la trouve assez terrible. On en parle moins souvent, mais bien sûr, il y a les conflits actuels là, en Ukraine et voyons, celui qui sévit actuellement, là, voyons, je cherche le mot. Oui, Voyons, oui, en Israël, oui, c'est ça. Palestine, oui. C'est ça. Alors, des luttes fratricides comme ça et tout ça, mais l'état de l'Afrique, là, c'était terrible, 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 terrible. Ça me touche beaucoup, là, voir des enfants qui pèsent rien, qui n'ont pas d'eau, qui ont les yeux grands comme ta fenêtre, puis qui ont le ventre creux, là, je trouve ça. Puis ce qui me révolte aussi, c'est l'inconscience. Là, quelqu'un faisait un article dans le journal dernièrement sur la publicité à Radio-Canada. Ah, l'inconscience, faut pas partir là-dessus parce qu'on va L'inconscience relancer l'entrevue d'une heure. épouvantable. L'inconscience, là, on nous montre toutes ces photos de désespoir, de malheur dans le monde, et puis après, on nous montre une Toyota, un vu, pas Toyota, je sais pas, en tout cas, un vu Oui, ou un une VUS, ouais. grosse maison. Euh, on parle de l'Halloween, on parle, aux États-Unis, il va se vendre pour des millions de bonbons ce soir, là. Puis on vient de voir là, des enfants qui n'ont rien à manger. Puis au lieu de mettre de mettre tout ça à la fin, les annonces, ils entrecoupent ça. C'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Les Faut- annonces, moi, je suis tellement en accord avec toi. En fait, puis sont tellement criantes, puis bruyantes, puis dans notre face, puis je me dis, mais comment la personne qui est aux communications, marketing, là, comment elle peut penser que d'entrecouper un documentaire avec quelque chose d'aussi choquant de capitalisme, là, puis d'avarice, là, des corporations, là, comment tu peux penser que tu vas l'acheter après? Je veux dire, c'est très dérangeant, les publicités, comment c'est fait, comment il y en a partout, comment c'est criant, comment c'est obscène, en fait. C'est obscène, c'est ça que tu dis, c'est obscène. Mais parlant d'espoir, là, dans l'histoire, c'est toujours lever des femmes et des hommes qui ont porté le flambeau, qui ont redonné espoir, là. Bon, on va penser à Martin Luther King, c'est bien sûr, mais il y a toujours des gens là, qui se sont levés pour clamer la justice, clamer le. Tu sais, Ça moi, je n'a crois. jamais, ça a jamais été une grande quantité de personnes, hein. Ça a toujours été quelques personnes qui ont challengé le statu quo.
Puis là, ça a fait comme un effet d'entraînement. Mm. Alors là, je me souhaite de m'ancrer nouveau à la poésie, surtout que là, ben, tu le sais, j'ai perdu mon grand amour il y a 2 ans. Alors, ça fait beaucoup de vide, un grand vide. Et puis, à cause de la pandémie, je suis restée assez peureuse. Donc, je peux pas dire que je sors beaucoup, là, fréquenter les lieux publics. Alors, ben, je lis, je me documente, je réfléchis, mais j'ai hâte, là, de rentrer dans un nouveau recueil, de Ouais, nouveau dans la création. pour être habité, ouais, par ça. Mm. Parce qu'à ce moment-là, t'es comme ici, mais t'es pas là. T'es tellement, euh, Écrit, je sais pas si je peux te montrer comment est-ce que je peux faire pour aller. euh, En passant, pour ceux qui ont une curiosité, pendant que tu cherches, maman, dans ton livre, L'ultime lettre d'amour, c'est une lettre écrite à Régis, oui, pour l'amour. comment je fais, Marie-Hélène, pour laisser l'écran, pour aller voir autre chose? Je pense pas que ça va être possible. Non, je ne veux pas te perdre. Ouais, c'est ça, on va terminer l'entrevue, puis je pense que Ah, c'est mieux de rester sur notre fin. bon, c'est On en ça. fera une deuxième. Euh, j'allais dire au pire aller, mais au mieux aller, on en fera une deuxième. Ah, donc, ben, je voulais te remercier beaucoup pour l'entrevue. C'est toujours, moi, je suis fascinée après autant d'années de t'entendre parler d'écriture. Et ce que je disais sur l'espérance, j'ai donné Ouais, pas mal d'entrevues. J'en parlais d'espérance à un moment donné. tu voulais nous laisser avec ça? Oui, c'est ça. Quelqu'un me demandait, est-ce qu'il est trop tard, selon vous, pour atteindre une certaine communion entre générations face à cette crise climatique et au désastre humain? C'est une journaliste. Et moi, j'avais dit, moi, je donne la chance à l'espoir, je donne la chance au bon, je donne la chance à la main tendue. Et je ne pense pas qu'il soit trop tard. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont foi en les jeunes générations et qu'il y a quand même des jeunes qui pensent que c'est possible de faire bouger les choses, d'avoir des alliés dans leur cause. Sinon, comme j'ai dit, ce serait trop désespérant. Je ne pense pas qu'il y ait un fossé à tout jamais. Il y a quand même des pistes, des voies de solution, des terrains d'entente et des prises de conscience des deux côtés, une mise en commun. Parce qu'on voit quand il y a des défilés, des manifestations, quand les jeunes descendent dans la rue, on voit des têtes blanches aussi. On voit d'autres générations qui les appuient, qui sont avec eux. Je pense qu'il y a espoir pour le dialogue, mais c'est sûr que c'est un gros travail. C'est, c'est les mots de la fin. C'est les C'est, mots de la fin. Merci pour ça. J'espère que ça va amener les gens à lire de la poésie, la mienne et d'autres aussi. Parce que la poésie, là, c'est pas nécessaire de se dire tout. La mienne est, mettons parfaitement le chaos et plus est peut-être celle-là est assez claire à comprendre. Il y en a des fois de la poésie qui est plus imagée, moi, je la trouve accessible, la tienne, vraiment. qui est plus avec des allusions. Mais je pense que c'est pas nécessaire que le lecteur ou la lectrice se dise qu'est-ce que voulu dire. Tu comprends, tu lis le livre de poésie, puis tu comprends ce que toi tu comprends. Le lecteur ou la lectrice voit et lit la poésie et il, il l'applique à lui. Il n'est pas obligé de décoder ce que la poète ou le poète a vraiment voulu dire. Il peut se faire ses images à lui, ses choses à lui. Ça dépend il y a des métaphores ou il y a des choses où le lecteur ou la lectrice peut faire sien ou sienne, le voir comme lui, il le voit. Pas besoin d'un cours de littérature, là. Eh, pour faire écho à ça, tu sais, moi, tu me lisais de la poésie, maman, j'étais jeune, là. J'étais jeune, là. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, là. Puis tu me lisais du Maria Rainer Rilke. Ah oui, oui, c'est vrai. Puis, tu sais, puis, et une phrase que tu me lus d'elle,
De lui, c'est un homme. De lui, excuse-moi. Tu me lu de lui, c'est euh, une œuvre est belle. Ce qui fait la beauté d'une œuvre, c'est quand elle est née d'une nécessité. Ah oui, tu te souviens de ça. Tu m'as lu ça il y a 40 ans, je sais pas trop, puis ça m'a toujours validé quand je voulais écrire. OK. Parce que ça m'est resté que si c'était nécessaire, alors ça allait être forcément beau. Bon, ben, on se laisse sur la beauté. On se laisse sur la beauté. OK. Donc voilà, fait que merci infiniment. Ça a été un bonheur. On pourrait continuer encore longtemps. C'est fascinant de t'écouter. Je vous invite vraiment à aller parcourir le livre, l'acheter, le lire. C'est un bijou. Bon, C'est un bijou. à la prochaine alors. Donc, merci à tout le monde. Merci, maman, et bonne fin de journée à tous. OK. Alors, on s'appelle là, maintenant? Partagez. Oui, je te rappelle. OK. Ah, bye bye. Bye bye.